Bonsoir et bienvenue au 20h30 de la Belle Radio et Télévision. En titre de cette édition, 0 cas de poliomyélite au Gabon. L'Organisation mondiale de la santé, à travers son bureau de certification à Yaoundé, a confirmé cette information. Il ne faut tout de même pas baisser les bras, a dit la ministre de la Santé en conférence de presse ce week-end. Et on évoquera aussi cette attaque de deux confrères danois au marché artisanal de Libreville, une attaque jugée terroriste par certaines voix. Bonsoir et merci donc de nous rejoindre si vous nous retrouvez seulement maintenant. D'abord, la poliomyélite qui est éradiquée au Gabon, si on en croit l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation a pondu un communiqué disponible sur son site. Le comité de certification de l'éradication de la polio s'est réuni au Cameroun dernièrement et il en est ressorti que le Gabon est parvenu à mettre dehors la poliomyélite. On retrouve Nathalie Oquet pour des explications. Plus de cas de poliomyélite au Gabon, l'annonce vient d'être faite et le pays se voit ainsi déclaré libre de cette maladie grave à l'origine de la paralysie des membres inférieurs chez les enfants dont l'âge varie de 0 à 5 ans. Selon les experts, ceci n'a été possible que grâce à de multiples campagnes de ratissage et de rattrapage sur le terrain à travers les 9 provinces que compte le pays depuis 2010. Les toutes dernières campagnes de ratissage ont eu lieu en début 2017 dans les 10 régions sanitaires du Gabon. Bonne nouvelle donc pour les autorités sanitaires. En effet, le Gabon est désormais certifié libre de la poliomyélite à l'issue d'une rencontre tripartite qui a réuni à Yaoundé au Cameroun les experts de l'OMS, le bureau régional de certification et le ministère en charge de la santé gabonais. Il faut dire que le Gabon fait partie désormais des 40 pays libres de la poliomyélite. On se souvient au Cameroun de Samuel Lotine, père d'Eboa Lotine. Ce fut un pasteur qui avait fait face aux colons et qui avait résisté avec sa foi. Eh bien, les Camerounais se souviennent de lui 70 ans plus tard. C'est ce que nous dit Carole Guissot, notre correspondante sur place à Douala. Il s'appelait Adolphe Lotine Assamé, le père du célèbre chanteur et compositeur Eboa Lotine, lui aussi de regrettée mémoire. Mais il était plus connu pour sa force, son courage et sa détermination face à ce qu'il considérait comme une oppression de l'Église coloniale. Il pensait que les Noirs devaient gagner leur autonomie et surtout que les colons n'avaient pas à leur imposer une orientation religieuse. Au gré des colons français notamment, il fut combattu, pourchassé, emprisonné et persécuté, mais résista et fit de la libération de l'homme noir un combat perpétuel jusqu'à la fin de ses jours, le 29 décembre 1946. En pleine période coloniale française, où l'administration voulait avoir la mainmise et le contrôle absolu sur tout, y compris sur la gestion des églises, où le noir était réduit aux basses besoins, où les pasteurs africains n'avaient pas la même notoriété que les pasteurs occidentaux. Il y a un certain nombre de services qui ne pouvaient pas poser, tout simplement parce qu'ils étaient noirs. Tout s'effectuait à partir des valeurs culturelles importées. C'est-à-dire que l'identité profonde même de l'Africain lui était déniée, y compris dans la célébration liturgique ecclésiale. Lotine Assamé se présente donc en ce moment comme quelqu'un qui revendique la dignité de la race noire, l'émancipation de la race noire, la capacité des Africains à s'autodéterminer, à s'autogérer et leur dignité et leur connaissance profonde de tout ce qui est réalité divine. Ils étaient des dizaines à visionner le documentaire en sa mémoire à l'occasion de la célébration de sa disparition 70 ans après. Mort à 65 ans, diminué par de longues années de quête pour le respect des valeurs auxquelles il croyait dur comme fer, Pasteur Lotine Assamé, père fondateur de la Native Baptist Church of Cameroon, a laissé un autre héritage au-delà de son engagement militant, un répertoire de plus de 400 chansons religieuses, les 5 cantiques,
écrites et composées lors de son incarcération, qui sont aujourd'hui chantées en toutes les langues et par toutes les églises baptistes du Cameroun et de par le monde. Une histoire et un parcours qui doivent inspirer les générations futures sur le continent africain. On parle de développement dans ce journal avec la Banque européenne d'investissement qui, à l'issue du sommet Union africaine-Union européenne d'Abidjan en Côte d'Ivoire, sommet qui s'est tenu dernièrement, a décidé d'investir énormément d'argent dans plusieurs secteurs prioritaires. Allons voir de quoi il s'agit dans ce sujet de Robert Adandé. La Banque européenne d'investissement BEI a approuvé plusieurs financements permettant de soutenir plus de 230 millions d'euros d'investissement dans le secteur privé en Afrique. Ces nouvelles initiatives, soutenues par l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, permettront notamment d'améliorer l'accès au crédit des petits agriculteurs africains et de micro-entreprises africaines, d'accroître significativement les investissements dans la santé et l'éducation pour les populations à faible revenu en Afrique de l'Ouest, de favoriser la croissance des jeunes entreprises actives dans les secteurs du numérique et des technologies et de promouvoir l'inclusion financière des populations rurales en Éthiopie. La Banque européenne d'investissement a signé sa première opération avec Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, pour un montant de 100 millions d'euros en faveur d'investissements et de projets liés au commerce entre l'Europe et l'Afrique. Elle s'est engagée à accorder un important financement de 35 millions d'euros à la Côte d'Ivoire à l'appui de la modernisation des réseaux de distribution d'eau du pays. Ceci vient en complément d'une aide non remboursable accordée par la Commission européenne ainsi que d'un cofinancement de l'Agence française de développement. L'opération vise à fournir de l'eau potable à environ 700 000 personnes. La Banque européenne d'investissement s'est également engagée à investir jusqu'à 15 millions d'euros à l'appui des PME par l'intermédiaire du Maghreb Private Equity Fund 4. Ce fonds ciblera principalement des participations en capital de croissance dans des entreprises privées de petite et moyenne dimension situées en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Égypte, et actives en particulier dans les soins de santé, les produits pharmaceutiques, les biens de consommation, l'industrie manufacturière, le commerce de détail, les services financiers, les transports et la logistique, l'industrie agroalimentaire, l'éducation et les technologies de l'information. Un nouvel accord entre la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement, également signé à Abidjan, permettra d'alimenter 55 000 personnes supplémentaires en électricité propre et continue par l'intermédiaire du programme de la Sénélec dans l'une des régions les plus pauvres du Sénégal. Le nouveau concours de la Banque européenne d'investissement en faveur des micro-entreprises et des PME comprend des prêts à long terme et des apports de fonds propres d'un montant total supérieur à 55 millions d'euros. Il devrait aussi permettre de soutenir 230 millions d'euros d'investissement de partenaires en Afrique de l'Ouest et de l'Est. On revient à Libreville au Gabon pour évoquer ce fait inhabituel. Le week-end, samedi exactement à la mi-journée, deux journalistes danois ont été attaqués au couteau par un sujet agissant bien entendu, pour sauver l'honneur des musulmans. Ce sujet nigérien est intervenu selon ce qui a été rapporté pour, bien sûr, remettre en cause la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Nous n'en savons pas davantage, mais dans ce sujet, Georges Aboké essaie de reconstituer les faits. Selon des témoins, cette agression revêt une connotation islamiste car l'agresseur aurait dit que son acte était une riposte à la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est en tout cas le premier du genre dans le pays. Dans ce cadre, les forces de police et de gendarmerie ont procédé à une vingtaine d'interpellations ce dimanche 17 décembre dès les premières heures de la journée sur le lieu de l'attaque. Les interpellés sont essentiellement des commerçants du marché artisanal de Libreville. Le ministre de la Défense, Étienne Massard, était présent sur place. Au total, plusieurs dizaines de personnes, tous des hommes, ont été arrêtés. Ils ont ensuite été conduits par la police au camp Michel Bungundu, où ils devaient être interrogés pour raison d'enquête.
Les 2 victimes de l'agression à l'arme blanche ont été prises en charge à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba de Libreville. L'état de santé d'un d'entre eux, dont le pronostic vital était engagé, a été stabilisé. Ces 2 victimes sont des photojournalistes danois en mission d'exploration sur un projet pour la protection de l'environnement visant à la réalisation d'une série de reportages sur les dernières espèces sauvages de la planète. Par la voix de son porte-parole, la présidence de la République gabonaise a condamné fermement cet acte et a prévenu que le Gabon ne tolérera jamais la commission de tels actes sur son sol, quelle qu'en soit la raison, et que la réponse à un tel acte sera extrêmement ferme. On reste au Gabon pour souligner qu'il a été relevé depuis quelques mois une recrudescence d'agressions dans certains établissements scolaires secondaires de la capitale Libreville. Eh bien, le gouvernement a pris des mesures drastiques pour endiguer le phénomène. Nathalie Hoquet, de notre rédaction, a parcouru certains établissements et va ici nous donner la teneur des mesures prises par les autorités. Les établissements de Libreville victimes d'attaques au quotidien. Il s'agit de braquages ou d'actes de vandalisme orchestrés par de petits délinquants oisifs. Cette situation prend des proportions inquiétantes du fait de l'absence d'une sécurité dans les lycées et collèges de la capitale. Un phénomène qui inquiète les autorités du ministère de l'Éducation nationale et même de nombreux parents d'élèves. Il est question d'un renfort en termes de surveillants généraux et d'une conscientisation des élèves face à leur devenir. La tutelle du ministère de l'Éducation nationale a pris des dispositions en signant des conventions avec les ministères de l'Intérieur et de la Défense nationale pour enrayer le phénomène de l'insécurité scolaire. C'est une mesure dans laquelle l'État a expérimenté un service de sécurité avec une ONG nommée la GAS. Ils ont fait 1 mois. La sécurité a été vraiment d'une qualité excellente. Ça a été applaudi par tout le monde. Et un rapport a été fait par chaque chef d'établissement. Nous nous attendons tout simplement à ce qu'on passe, n'est-ce pas, d'une phase expérimentale à une phase définitive. En attendant que ces mesures soient une réalité sur le terrain, les responsables d'établissements travaillent en étroite collaboration avec une ONG locale qui n'exige que quelques outils pour éradiquer le fléau à l'origine de troubles dans le système scolaire du Gabon. En Afrique du Sud, à présent, les universités du secteur public vont désormais avoir les frais d'écolage. Les étudiants des universités publiques vont avoir droit à des frais d'écolage complètement pris en charge par les pouvoirs publics. Cette mesure a été prise et est entrée en vigueur depuis la fin de la semaine dernière. On reste en compagnie de Nathalie Hoquet. Tout au long de l'année académique 2015-2016, plusieurs universités publiques d'Afrique du Sud ont été secouées par une vague de violences et de revendications dues à la hausse des frais de scolarité. Les universités où sont scolarisés la plupart des jeunes issus des familles démunies et ouvrières. La paralysie avait alors pris une tournure politique à tel point que les autorités se sont saisies du dossier. Et au sortir de multiples négociations entre les différentes parties, on parle à ce jour de l'annulation des frais de scolarité pour les étudiants pauvres. Une décision qui émane de Jacob Zuma, président sud-africain. En attendant que des commissions réfléchissent sur les classes pauvres et ouvrières devant bénéficier de cet appui, le financement de leurs allocations d'études est une affaire qui incombe désormais à l'État. Les journalistes font l'objet parfois d'abus, mais eux aussi s'adonnent à quelques dérives. Au Cameroun, le syndicat national des journalistes est monté au créneau justement pour dénoncer les dérives dont ont fait l'objet ces derniers temps plusieurs journalistes. On retrouve Carole Guissot à Douala. Trop c'est trop, il faut que cela s'arrête. Le syndicat national des journalistes du Cameroun s'insurge ainsi contre la série de dérives récemment observées dans le traitement de l'information dans les médias locaux qui ternissent l'image du journaliste et portent gravement atteinte à l'éthique et à la déontologie du noble métier. Il l'a fait savoir le mercredi 6 décembre dernier lors d'une conférence de presse à Douala. Sur une chaîne de télévision, à une heure de grande écoute,
un journaliste ou un individu se présentant comme tel affirme sans honte but ou toute honte but qu'ils se sont livrés à des activités de grande corruption, qu'il affirme est une insulte aux règles d'éthique et de déontologie, c'est une insulte à l'intelligence de ceux qui consomment les médias tous les jours. Sur une autre chaîne de télévision, on a eu droit aux images d'un homme politique en petite tenue diffusée. Il y a eu également sur la même chaîne de télévision un documentaire à charge contre le même homme politique en toute violation des règles élémentaires d'éthique et de déontologie. Sur la même chaîne encore, il y a eu un discours de haine appelant à ce que des Camerounais d'une certaine région soient tués. C'est tout le contraire de ce qu'un journaliste doit faire. Par conséquent, le syndicat, tout en invitant ses membres à ne pas se livrer à de telles pratiques, a interpellé l'État sur ses responsabilités pour conjurer les démons qui s'emparent de la presse camerounaise depuis quelque temps déjà. Il lui demande la mise sur pied immédiate d'un tribunal consensuel des pairs pour veiller au respect des conditions d'accès et d'exercice de la profession de journaliste au Cameroun, entre autres. Il faut absolument plus de responsabilité dans l'exercice du métier de journaliste pour moins de dérives, a semblé nous dire notre consoeur et correspondante de la Belle Radio et Télévision à Douala au Cameroun, Carole Guissot. On reste dans ce pays d'Afrique centrale pour évoquer l'arrestation de Patrice Nganan, écrivain connu et réputé à travers son pays, mais également en dehors. Patrice Nganan a été arrêté pour avoir, selon bien sûr les autorités camerounaises, porté des propos injurieux à l'endroit du chef de l'État camerounais, Paul Biya. C'est l'affaire de l'heure au Cameroun, l'affaire Patrice Nganan, du nom de cet écrivain camerounais qui aurait été interpellé par la police à l'aéroport de Douala mercredi soir, au lendemain de la publication d'une tribune critique sur le président camerounais et son système. C'était sur le site du magazine Jeune Afrique. Alors ça se déchaîne depuis lors sur la toile, mais à côté de ceux qui s'indignent de la dernière sortie de Patrice Nganan, considéré comme un outrage au président de la République camerounaise Paul Biya, il y en a qui s'indignent plutôt de son arrestation arbitraire. C'est le cas du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, qui a tenu à le signifier à la presse locale ce vendredi 8 décembre à Douala. Il y a trois choses. La première chose, c'est que chaque fois qu'un Camerounais a été arrêté, lui-même s'est mobilisé, pour moi particulièrement en 2015, pour Dieu la conscience, pour TU, pour le King. Donc lui-même s'est toujours mobilisé depuis New York pour pouvoir venir en aide à ceux qui étaient arrêtés. La deuxième chose, c'est que c'est une question de principe. Il y a quelqu'un qui a été kidnappé. Si on était Patrice Nganan, si on était Gérard Pascal ou Pion, on se serait levé de la même façon. Et puis troisième chose, c'est quand même un écrivain, c'est un enseignant d'université. C'est quelqu'un qui a un engagement très fort, très poussé. Et vraiment, ces trois choses coordonnées font que la mobilisation est importante. Il faut souligner que c'est quelqu'un de généreux. Donc les gens viennent aussi là par reconnaissance pour ce qu'il fait pour eux. Le REDAC d'abord demande à l'État du Cameroun, de dire où est-ce qu'il a amené Patrice Nganan, et deux, de procéder immédiatement à sa libération puisqu'il a été kidnappé. C'est une violation de la loi. On ne kidnappe pas quelqu'un qui veut embarquer dans un vol. On vous donne, n'est-ce pas, un mandat d'amener. On vous arrête parce que vous avez écrit ceci, parce que vous avez commis cela, et vous pouvez garder le silence, vous pouvez vous faire présenter par votre avocat, vous pouvez dire à vos familles que vous êtes ici. Ça n'a pas été fait. Ce qui a été fait, c'est qu'on l'a enlevé comme un vulgaire grand bandit, et jusqu'à aujourd'hui, 48 heures plus tard, personne ne sait où il est. De son côté, le ministre camerounais de la Communication, Issa Chiroma Bakari, joint au téléphone en début de soirée, s'est dit pas informé de cette situation. Une affaire à suivre.
La foire agricole de Libreville s'est ouverte et refermée en fin de semaine dernière dans la capitale gabonaise. L'agriculture, on ne le dira jamais assez, est le secteur par lequel le continent africain va pouvoir accéder à l'émergence. Emmanuel Tungou, de notre rédaction, s'est rendu sur les lieux pour rencontrer les exposants et voir également comment tout cela s'est passé. Au menu de cette foire agricole, ventes, conférences, débats sur diverses thématiques, rencontres B2B, consultations vétérinaires et nutritionnistes gratuites, concours du meilleur stand et des meilleurs produits agricoles sont au rendez-vous. Mais aussi l'exposition de plusieurs produits du terroir. Exemple, la boisson faite à base de canne à sucre, une boisson énergétique douce et naturelle, sans sucre contenant de la vitamine A, B1, B2, B3 et C est fabriquée au Gabon. La foire agricole de Libreville est une activité importante organisée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, chargé du programme Graines. Les objectifs visés par une telle initiative sont la base du développement de l'agriculture au Gabon. Nous pensons que l'agriculture est un secteur fondamental qui peut permettre au gouvernement gabonais, mais au peuple gabonais de manière générale, de diversifier son économie, mais également d'améliorer les conditions de vie des populations. Le Gabon dépend à plus de 60% des importations alimentaires. Ça représente en gros plus de 4,5 milliards de francs CFA. C'est un peu trop. Et avec un taux de chômage élevé dans la population jeune. Et nous pensons qu'avec ce type d'activité que le ministère de l'Agriculture entretient, nous pouvons amener non seulement la population gabonaise à comprendre, à intégrer qu'il y a le Made in Gabon, il y a une production locale qui existe et qu'il faut consommer local. Lancé en décembre 2014, le projet Graines est un programme développé par la République gabonaise et Olam International dont l'objectif est d'assurer la sécurité alimentaire du Gabon, d'améliorer la vie des Gabonais en leur proposant des opportunités entrepreneuriales agricoles attractives et améliorer la balance commerciale du Gabon. Nous vous proposons maintenant d'aller hors du continent africain dans ce tour de quelques pays. C'est Le Monde en bref. Toujours pas d'éclairage de la police après la mort au Canada par strangulation d'un couple de milliardaires à Toronto. Le milliardaire et fondateur du groupe pharmaceutique Apotex, Barry Sherman, et son épouse Honey sont morts par étranglement, si on en croit les premiers éléments de l'enquête. Les corps ont été retrouvés dans l'une de leurs propriétés ce week-end. Aux États-Unis, juste à côté, l'aéroport d'Atlanta a repris du service après une énorme panne d'électricité qui a duré 11 heures. Le problème d'électricité est survenu en début d'après-midi. Il a occasionné des centaines d'annulations de vols, si on en croit le fournisseur d'électricité du site. Enfin, c'est le président sortant du Honduras qui a été déclaré vainqueur de la présidentielle controversée que le pays a organisée. D'après le tribunal suprême électoral, le conservateur Juan Orlando Hernández a obtenu près de 43% des suffrages. L'actualité des sports et en football, l'attribution du trophée de la CAF, du trophée de meilleur joueur de la Confédération africaine de football, pose des questions auprès de certains professionnels. On a par exemple entendu Vincent Aboubakar, l'international camerounais, se plaindre d'avoir fait une excellente saison, mais de ne pas avoir été classé ou bien sélectionné pour figurer dans cette liste. Les explications de Rodney Ovono. Au départ, ils étaient 30 sur la ligne de départ, puis 11 et enfin la shortlist contenant les 3 finalistes. En 15 rencontres, lauréat du prix BBC de meilleur joueur africain de l'année, Mohamed Salah a fini la saison dernière avec 15 buts et a permis à l'AS Roma de se qualifier pour la Ligue des Champions. Cette année, il pointe déjà à 14 réalisations en 18 rencontres en Première Ligue, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la compétition. Mais son fait majeur est d'avoir permis à l'Égypte de se qualifier pour le Mondial 2018 après 27 ans de disette. Sadio Mané complète le trio et le Sénégalais de Liverpool a brillé dès sa première saison en inscrivant 13 buts. Bien que cette année, il est moins en vue que les autres, il a pourtant contribué au retour des Lions de la Teranga au Mondial après 15 ans d'absence. Néanmoins, d'autres joueurs auraient aisément leur place dans ce top 3. Et Vincent Aboubakar est l'un d'entre eux. L'année 2017 a été faste pour l'ancien joueur du Coton Sport de Garoua.
Le Camerounais a été le grand artisan du sacre du Cameroun à la CAN 2017 au Gabon. Il s'est également distingué avec le Beşiktaş Istanbul en scorant à 19 reprises toutes compétitions confondues lors du précédent exercice. De retour à Porto cette saison, Aboubakar s'impose comme le fer de lance des Dragons et il en est déjà à 9 réalisations en Superliga. Et on saura dans quelques semaines qui sera le meilleur footballeur africain pour l'exercice 2017-2018. Le Bénin, en Afrique de l'Ouest, n'a plus de sélectionneur. Son entraîneur a été remercié par la Fédération béninoise de football qui estime qu'il n'a pas atteint les objectifs qui lui ont été assignés. Oumar Tchomogo n'est plus le sélectionneur des écureuils du Bénin. À la veille de la fin de son contrat, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports a annoncé qu'il ne sera pas reconduit. Dans sa correspondance adressée au comité exécutif de la Fédération béninoise de football, le ministre salue les efforts fournis par Tchomogo. Toutefois, il estime qu'il faut impulser une dynamique plus forte à l'encadrement des équipes nationales de football. Il est essentiellement reproché 2 faits à Oumar Tchomogo. La non-qualification de la sélection dont il avait la charge à la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017 et à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Non seulement le Bénin a échoué à se qualifier pour les phases finales de ces compétitions, mais le bilan du technicien béninois à la tête de l'équipe nationale est mitigé. En 19 rencontres avec les écureuils, il compte 7 défaites, 6 victoires et 6 matchs nuls. On vient de franchir la ligne d'arrivée de ce journal, une enjambée qui va nous mener tout à l'heure à Junk Sport. Ne quittez pas vos positions, vous aurez rendez-vous avec Rodney Ovono, Jérôme Efonzolo, Mermoz Assele Dabani et peut-être leurs invités ce soir. Merci encore de rester sur Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine et du sport, et surtout merci de ne jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programme.